Il y a un héritage Rabin, il y a une leçon à tirer de l'action du Premier ministre israélien qui est allé vers son ennemi, qui a tendu la main aux Palestiniens. Et pour d'autres, au contraire, Yitzhak Rabin a certes été un grand militaire dans le passé, il a même pu être un bon Premier ministre dans les années 70, mais en tout cas, dans les années 90, il a commis une lourde erreur. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais que nous puissions discuter ensemble et revenir sur cette journée de commémoration du 26e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'était lundi, d'abord à la présidence de l'État, ensuite sur le mont Herzl et puis après à la Knesset. Et on peut dire à chaque fois on a assisté à des discours qui sont loin de refléter le moindre consensus autour de cette journée de commémoration qui marque probablement l'un des événements les plus dramatiques, les plus traumatisants de l'histoire de l'État d'Israël. Avant que nous puissions en discuter, je voudrais passer deux extraits des interventions de Naftali Bennett à la Knesset et de Yair Lapid. אני מקווה שגם למדנו שאסור להשתיק ציבורים שלמים בחברה שלנו. אסור להכפיש ציבור שלם אם פרט מתוך אותו ציבור פשע או סרח. לא הימין רצח את רבין, לא הדתיים רצחו את רבין. יגאל עמיר רצח את רבין. צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת ישראל. מקבלים לגיטימציה, אורחים רצויים בכל האולפנים. אילולא חוללנו את הנס של ממשלת השינוי, הם היו עכשיו שרים בממשלה. Alors, je voudrais revenir donc sur ces déclarations. Le Premier ministre qui a voulu se montrer plus consensuel, qui a parlé de nécessité de se rapprocher, nous sommes tous frères, et il a insisté sur le fait que, il ne fallait pas jeter l'opprobre, l'anathème sur l'ensemble d'un public pour la faute d'un seul individu, et il faisait allusion, bien entendu, aux accusations qui ont longtemps été portées contre le public sioniste religieux, contre même la droite israélienne pour la faute grave commise par Yigal Amir. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas, même au sein du gouvernement, à l'intérieur de ce gouvernement, à trouver un modus vivendi pour commémorer ensemble cet anniversaire de l'assassinat de Rabin? Pour moi, c'est très clair. C'est parce que la société israélienne ne s'est pas encore réconciliée sur le fond, c'est-à-dire sur la nature du processus d'Oslo. Est-ce que le processus d'Oslo était un bon processus? Est-ce que Yitzhak Rabin avait raison de mener ces négociations avec l'OLP, avec Yasser Arafat, ou est-ce qu'au contraire, il a conduit le pays à la catastrophe et c'est le processus d'Oslo qui a provoqué cette hécatombe de la deuxième intifada. Et le débat est encore très vif dans la société israélienne. C'est frappant de voir que 25 ans plus tard, on n'est toujours pas d'accord. Pour certains, effectivement, il y a un héritage Rabin, il y a une leçon à tirer de l'action du Premier ministre israélien qui est allé vers son ennemi, qui a tendu la main aux Palestiniens. Et pour d'autres, au contraire, Yitzhak Rabin a certes été un grand militaire dans le passé, il a même pu être un bon Premier ministre dans les années 70, mais en tout cas, dans les années 90, il a commis une lourde erreur et ce processus d'Oslo, d'une certaine manière, a été enrayé par ce drame terrible qui a été l'assassinat d'Yitzhak Rabin par Yigal Amir, mais le processus lui-même, pour toute une partie de la société israélienne, était mauvais et conduisait le pays à la catastrophe. Donc ce débat reste extrêmement vif et c'est à travers finalement la personnalité d'Yitzhak Rabin, la mémoire d'Yitzhak Rabin, que se développe cette polémique. Je voudrais parler du personnage de Binyamin Netanyahou qui est quasiment omniprésent depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin jusqu'à nos jours. La gauche israélienne a longtemps pointé un doigt accusateur en direction du Premier ministre, l'accusant d'être l'un des instigateurs, on va dire, de la campagne d'incitation qui a abouti à la fin à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et puis en plus, quelques mois plus tard, Binyamin Netanyahou est devenu Premier ministre. C'est un peu la formule que l'on connaît en hébreu, Aratzarta vegam yarashta, c'est-à-dire non seulement vous l'avez assassiné, disent certains responsables de la gauche israélienne, mais vous en avez hérité. Et d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas là le fond du problème, le fait que Binyamin Netanyahou soit devenu Premier ministre 6 mois après l'assassinat de Rabin et qu'il soit resté au pouvoir sur les 25 dernières années, près de 15 ans? Oui, il est certain que toute une partie de la gauche n'a jamais pardonné à Benyamin Netanyahou d'avoir été élu, tout simplement. Mais ces accusations, si vous voulez, relèvent du mensonge.
On peut penser ce qu'on veut de Benyamin Netanyahou, c'est pas la question. Ce qu'il faut, c'est examiner les faits. Il y a eu une campagne extrêmement dure, effectivement, au moment des accords d'Oslo. Benyamin Netanyahou avait pris la tête de l'opposition. Il s'est opposé de toutes ses forces à ce processus, mais il est toujours resté dans le cadre strict de la démocratie israélienne. On sait très bien que, par exemple, cette fameuse photo de Rabin déguisé en SS qui avait été brandie lors d'une manifestation de Benyamin Netanyahou avait été le fait, si vous voulez, d'une manipulation orchestrée par le Shabak. Il n'y a jamais eu dans les rangs du Likoud à cette époque d'appel au crime, d'appel au meurtre. Il y avait effectivement des mouvements extrémistes qui appelaient au meurtre d'Yitzhak Rabin, mais ça n'a jamais été le fait de Benyamin Netanyahou. Si Benyamin Netanyahou a remporté d'extrême justesse cette élection face à Shimon Peres après l'assassinat de Yitzhak Rabin, c'est tout simplement parce que la majorité des Israéliens jugeaient que le processus d'Oslo est une erreur, que pour une certaine partie d'entre eux, ils s'étaient trompés, qu'il fallait revenir en arrière. Il faut rappeler, c'est très important, que la manifestation au cours de laquelle a été assassiné Yitzhak Rabin était une manifestation organisée d'ailleurs par un milliardaire français pour relancer le processus d'Oslo. Parce qu'à ce moment-là, l'opinion publique commençait à vaciller, les attentats s'enchaînaient, on voyait qu'on courait à la catastrophe, qu'une bonne partie des Palestiniens ne jouaient pas du tout le jeu et que donc il fallait rompre avec ce processus. Et c'est pour redonner le moral d'une certaine manière aux partisans d'Oslo qu'avait été organisé ce rassemblement. Donc il est très vraisemblable de mon point de vue que si Rabin n'avait pas été assassiné, de toute manière, il aurait perdu les élections et le processus d'Oslo aurait été, sinon arrêté, du moins freiné, comme l'a fait Benyamin Netanyahou. Donc je trouve, si vous voulez, que coller cette étiquette d'incitateur à la haine, de manipulateur et de responsable, d'une certaine manière, parce que c'est ce qui est sous-entendu, à Benyamin Netanyahou, c'est une relecture de l'histoire profondément malhonnête. Alors, il y a dans ces tensions qui interviennent souvent autour de cette période de commémoration, il y a le rôle de la famille Rabin. Alors, la famille Rabin, bien entendu, elle a été très durement éprouvée par l'assassinat du Premier ministre. Mais par la suite, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle a été un facteur qui a contribué à envenimer les tensions entre les différents courants dans la société israélienne plutôt que de les rapprocher ? La famille Rabin, effectivement, elle a un rôle très particulier. D'abord, il faut bien sûr distinguer l'homme de son action. Yitzhak Rabin était un père de famille, c'était un grand-père, c'était encore une fois un grand militaire israélien. Il a joué notamment un rôle extrêmement important durant la guerre d'indépendance en tant qu'officier du Palmar. Il a libéré, on le sait, le camp d'Aklit. Il a contribué de manière très importante à la libération de la route qui menait à Jérusalem. Donc, il a un passé, si vous voulez, pour la nation et en tant que père de famille, bien sûr, en tant qu'homme, extrêmement respectable, extrêmement honorable. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas exploiter cette mémoire. Il ne faut pas faire dire à Rabin ce qu'il n'a pas dit. Rabin lui-même doutait à un certain moment de la validité du processus d'Oslo. Je rappelle qu'il a été entraîné quelque part à son corps défendant dans cette histoire par Shimon Peres et surtout par Yossi Bélin. Et on ne sait pas comment Yitzhak Rabin aurait réagi avec la poursuite des attentats, avec le retournement complet de Yasser Arafat en 2000, lorsqu'il s'est retourné, il a retourné les armes israéliennes contre Israël. Donc il est, je pense, assez déplacé, même quand on est de la famille d'Yitzhak Rabin, d'interpréter d'une certaine manière, entre guillemets, son héritage, de dire qu'est-ce que Rabin aurait voulu pour la société israélienne d'aujourd'hui. Je pense que ce que trahit, si vous voulez, cet engagement politique parfois exagéré de la famille d'Yitzhak Rabin, c'est un vide idéologique, abyssal de la gauche israélienne qui n'a jamais renouvelé son projet, qui bégaye sur le logiciel d'Oslo, qui a bugué d'une certaine manière à ce moment-là, et qui doit évidemment proposer maintenant à la société israélienne un autre projet de société, un autre règlement du conflit. Et pour l'instant, 25 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. Alors, justement, 25 ans plus tard, vous pensez que c'est trop tard pour tenter de colmater les brèches, pour tenter de rapprocher les différents courants de la société israélienne autour de cette commémoration de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, pour que quelque part la droite israélienne, la mouvance sioniste religieuse en particulier, puisse prendre part aussi d'une certaine manière à ce deuil, à cet anniversaire de deuil? Alors, pour que toute la société israélienne prenne part à ce deuil,
c'est extrêmement clair, il faut examiner l'œuvre d'Yitzhak Rabin dans son ensemble. Il ne faut pas réduire Yitzhak Rabin aux dernières années de sa vie, au processus d'Oslo. Encore une fois, Yitzhak Rabin a joué un rôle fondamental dans l'édification de l'État d'Israël. Il faut honorer le rabbin du Palmar, il faut honorer le rabbin de la guerre des 6 jours, il faut honorer aussi le rabbin, c'est très important, des années 70, qui a résisté, lui, aux pressions égyptiennes. Vous savez que si Yitzhak Rabin était resté au pouvoir, il n'aurait certainement pas fait autant de concessions que Begin, même si ça peut paraître paradoxal aux Égyptiens. Par exemple, Rabin était opposé à la restitution de l'intégrité du Sinaï. Il voulait un partage du désert du Sinaï avec les Égyptiens. Il a résisté très très durement à l'administration américaine sur ce dossier. Donc c'est tout ça, si vous voulez, qu'il faut prendre en compte, et non pas seulement la période d'Oslo. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra honorer Yitzhak Rabin comme il se doit dans l'unité de la société israélienne. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre avis sur cette période toujours très tendue dans la réalité israélienne, dans la réalité politique israélienne, des commémorations de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'était il y a 26 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Stéphane. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel. Au revoir.